Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour Dakar d'antan. Et pour reparler du premier Paris-Dakar, mais dans un angle un peu spécial, celui de la couverture médicale, et en particulier avec un grand clin d'œil à René Medj, conducteur d'une ambulance un peu rapide. Lors de la première édition, ils étaient 11 soignants, en tout et pour tout répartis dans 5 véhicules. Le 26 décembre 1978, le lendemain du réveillon de Noël, à 8h, les concurrents de ce premier rallye Oasis Paris-Dakar sont alignés au pied du Trocadéro. Toutes les équipes de l'AMSAM, l'association de couverture médicale de ce rallye, sont prêtes, mais un peu angoissées devant ces 10 000 km à parcourir sur un continent qu'ils ne connaissent pas. Les 5 véhicules chargés du suivi médical sont bien présents à côté des concurrents. Une R12 Simpar, donc une 4 roues motrices, un Toyota BJ et 3 504 breaks de roues motrices. Guy Dremont prend la tête de l'équipe des médecins avec le docteur Serge Rafale à bord de la 504 numéro 186. Précision, Thierry Sabine avait donné un numéro à tous les véhicules de l'organisation afin de gonfler un peu le nombre de participants de cette première épreuve. Et la descente de la France par les nationales se passe sans encombre, si ce n'est le premier accident de Corinne Copenhague qui se fracture le pied. La caravane atteint le port de Marseille où a lieu l'embarquement pour Alger. La suite, je laisse Guy Dremont raconter jour par jour les tribulations de l'AMSAM et c'est à côté de la course. Le 28 décembre, débarquement sur le port d'Alger pour une étape de liaison de 300 km vers la Guatte où au cours de la nuit il gèle. On n'a pas chaud sous les tentes. Le lendemain, encore une liaison de 1450 km pour rejoindre Egan. On improvise une salle de bain dans les bacs à légumes en ciment d'un restaurant. On est rouge de poussière et le petit robinet de cuivre a du mal à décrasser toutes les équipes médicales. Le lendemain, nous sommes le 31 décembre et c'est une spéciale chronométrée de 271 km pour rejoindre Insala. Subitement, dans un désert immense, j'aperçois un homme avec un chapeau de cow-boy, ses 2 bagages au sol en train de jouer à la pétanque avec des galets. Je m'approche, c'est René Medj, qui avait préparé 2 Range Rover pour des clients et qui ne voulait plus supporter ses novices. Je stoppe, je charge ses bagages et l'invite à monter en lui annonçant que je le nomme ambulancier volant de l'AMSAM. Les premières chutes de motards commencent sans grande gravité, mais avec malgré tout un rapatriement. Le soir, nous utilisons le petit hôpital local pour allonger nos blessés. C'est la nuit du réveillon et l'organisation nous offre un couscous au camping Le Carrefour, où je fais la connaissance du propriétaire Ali, un Touareg qui pratique le ski sur les dunes de Stable. Nos chemins se recroiseront. Nous sommes le 1er janvier 1979 et dès 7h, les premiers motards s'élancent pour une étape de liaison de 650 km qui nous emmène à Tamanrasset, capitale des Touaregs. Normalement, c'est une route goudronnée, la fameuse transsaharienne construite par l'armée à la gloire de Boumedienne, qui vient de décéder. Mais la route est complètement défoncée et il vaut mieux rouler en dehors. Le 2 janvier, un motard percute un rocher en voulant rejoindre la ligne de départ. Il sortait du camping sans avoir mis son casque. C'est Patrick Dodin. Je le conduis à l'hôpital de Tam où exerce un superbe neurochirurgien allemand. Il ne peut hélas rien faire. Il faut le rapatrier sur la France. J'oubliais, cette année-là, tous les concurrents étaient couverts par une assurance rapatriement. Il sera chargé dans un avion et décédera malheureusement à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Nous partons avec un peu de retard pour l'étape chronométrée de 375 km vers Inguezam, frontière sud de l'Algérie, puis liaison Inguezam à Samaka, frontière du Niger. À part son pilotage, René Medj se prend au jeu médical et devient un infirmier dévoué. Je me retrouve seul avec lui, Serge ayant changé d'équipe car un des membres de l'équipe avait abandonné. Le 3 janvier, étape dans le désert de sable de 230 km. Il faut suivre des poteaux ou des fûts. Et comme René est au volant, Thierry Sabine nous donne le départ comme pour les concurrents. Il ne faut pas oublier que nous n'avons que 2 roues motrices. René met pied dedans et voyant les nombreux sillons de sable sur la ligne de départ, qui ont été tracés face à nous, fonce à au moins 5 km à droite. Le sable est plus porteur malgré les bosses et le compteur affiche 120-130 km/h. On vole. Nous atteignons Arlit où nous sommes accueillis par les ingénieurs français qui travaillent à la mine d'uranium et le président du club automobile local qui organise des courses dans le sable.
À la vue de René Medj, il nous invite dans sa villa. Le soir, nous apprenons que la Peugeot 504 de l'AMSAM a fait le temps scratch. On a tapé tous les gros 4x4 et les motos. Soirée merveilleuse avec langoustes, vin d'Alsace, choucroute, un rêve. Le village français est ravitaillé chaque jour en victoire par avion. Cela faisait une semaine que l'on ne mangeait que nos conserves. Le lendemain, Arlit Agadez. Des chutes, des pansements, du réconfort, c'est la grande spécialité de René qui ajoute de la nourriture et des boissons. Le 5 janvier, on est prévenu, une étape dure, au menu sable mou et fèche-fèche. Cela s'avère vrai et en plus une piste encaissée par des talus. Il ne faut pas s'arrêter et ne pas rouler dans les sillons de sable mou creusés par les camions et voitures, car la 504 se poserait sur sa plaque de blindage et les 4 roues seraient dans le vide. Une solution, pied dedans en seconde, le moteur rugit et on se balance d'un talus à l'autre en coupant les sillons. L'étape fait 300 km et nous avons continuellement les yeux sur le mado de température car dehors il fait plus de 35 degrés. Nous arrivons sans ennui à Tawa où nous trouvons une chambre. Les 2 autres 504 sont arrivés tard dans la nuit après de nombreux plantages et remorquages. Le 6 janvier, nous allons rejoindre Niamey, capitale du Niger, encore 500 km. Au cours de la traversée d'un village, des militaires nous arrêtent et nous dirigent vers une cage où se trouve un motard blessé sous perfusion. C'est de Buire. Nous le déshabillons avec René et je l'ausculte. Une énorme défense abdominale. Je pense aussitôt à une rate. Il faut faire vite car il faut opérer dans les moins de 6 heures. Thierry Sébine a des avions qui doivent être posés à Niamey et par l'intermédiaire des militaires, je joins la tour de contrôle pour leur demander s'il y a des avions de l'organisation. La réponse est affirmative. Je donne aussitôt l'alerte en indiquant le lieu où nous sommes et où se trouve un petit terrain de secours. Nous allongeons notre blessé dans un matelas coquille et nous le chargeons dans la 504. La tension est un peu basse mais stable. Avec l'aide des militaires, nous atteignons le lieu d'atterrissage et nous balisons le terrain avec nos comptines et des bancs de velpo dans les arbres. Il est 17h et nous attendons. Ils sont à moins d'une demi-heure. 17h arrive et le soleil commence à descendre et c'est à ce moment que nous voyons passer au loin des girafes. On ne peut plus attendre. On récupère tout notre matériel. Je monte à côté du blessé pour surveiller la perfusion et la tension et je demande à René de foncer. À une vingtaine de kilomètres de Niamey, je demande aux gendarmes de prévenir leurs collègues pour qu'ils nous attendent avec leur moto à l'entrée de la ville et nous guident vers le grand hôpital de Niamey. Finalement, arrivé là, il est décidé de l'opérer et une demi-heure après, on nous amène une superbe rate ouverte sur 10 cm. Il était temps. On va pouvoir dormir et nous nous installons dans un bureau sur des brancards. Notre motard est sauvé in extremis. Après un rapport à l'organisation, le lendemain, il est évacué sur la France. Le 7 janvier, c'est l'étape Niamey-Gao, 448 km. Avec encore du sable, de la savane et toujours des chutes de moto mais sans gravité. La Peugeot 504 de l'équipe Rouda Marie-Josée Pérez se retrouve sur le toit au passage d'un radier. Pas de blessés. Ils retourneront à Niamey et je ne les reverrai qu'à Dakar. Nous passons la nuit sur la terrasse de l'hôtel Atlantique où nous sommes bouffés par des moustiques. Le 8 janvier, journée de repos à Gao. Le lendemain, une grande spéciale de 550 km qui relie Gao à Mopti et avant le passage du bac pour la traversée du fleuve Niger au compte-gouttes. Le paysage devient grandiose à partir de Hombori et nous longeons de loin les falaises du pays d'Ongon. Nous sommes depuis Gao au Mali. Encore et toujours des chutes de moto et encore quelques fractures. Le 10 janvier, liaison de 650 km pour rejoindre la capitale du Mali, Bamako. Aucun hôtel pour se loger car nous arrivons derrière tout le monde. Et comme Sabine soigne les journalistes, ils sont logés. Et heureusement, sur le parking d'un grand hôtel où nous avons installé notre bivouac, nous croisons Chapelle et Dunac de la télé, qui nous prêtent leur salle de bain. La journée de repos de Gao est bien loin et nous nous écroulons sous la tente pour un sommeil bien mérité. Le 11, la plus belle spéciale de 250 km pour rejoindre Nuro du Sahel. Je vois encore Sabine nous annoncer à la portière « C'est du billard, aucun problème !» Personne n'a rejoint l'arrivée, car le roadbook était faux, une différence de 150 km. Et quelques indications fausses. Normal, les recos n'avaient pas été faites, car en octobre-novembre, c'est la saison des pluies. Nous nous retrouvons par petits groupes dans la brousse, et nous croisons Max Meigny et son Toyota rouge, les routiers sont sympas, qui faisait son émission quotidienne sur RTL.
Des hyènes nous entouraient et nous décidons de faire un immense feu de bois. Finalement, nous arrivons dans la matinée à Nuro où j'achète un casque sur le marché fait dans une calebasse. L'étape est annulée. Le 12 janvier, spécial de Nuoro accueille la ville la plus chaude du monde, 250 km. Puis la traversée du Gué sur le fleuve Niger à Kidira, où seul le pont est fait pour le chemin de fer. Là, Martine de Cortance, en tête sur moto, dans la catégorie femme, en passant sur le pont, tombe et reste suspendue par les bras au-dessus de l'eau. Plus de peur que de mal. Pour le passage du Gué, René Medj décide de charger la voiture sur le train. Encore une aventure. D'abord trouver un plateau, l'arrimer avec des pierres et des fils de fer et en route. Ce sont des voies étroites et à chaque montée il peine et repart en arrière pour reprendre de l'élan. Subitement, arrêt total. Au bout d'un quart d'heure, nous descendons et longeons les voies. La loco diesel a stoppé son moteur et les mécaniciens font la fête. On leur demande des explications. Le radiateur est foutu, patron. Nous allons voir et constatons qu'une durite est percée. René a de l'autocollant aluminium spécial dans ses bagages. Le trou est bouché et nous faisons remplir d'eau le radiateur avec l'eau du puits des villageois. Le train peut de nouveau s'ébranler. Nous débarquons après le Gué à Kidira en territoire sénégalais. Nous rejoignons dans la nuit le rallye à Bakel. René, épuisé, dort sur la banquette arrière remise en place et je le vois sur la piste en latérite pour éviter d'immenses trous laissés par les camions embourbés durant la saison des pluies. Ah, j'oubliais une anecdote. Je ne sais plus au cours de quelle étape. J'étais au volant et je m'aperçois que la jauge d'essence descend à vitesse grand V. Je m'arrête et nous voyons l'essence couler à l'arrière. Le réservoir est percé. Nous sommes à l'approche d'une agglomération et j'aperçois un tas de carcasses de voitures. Nous allons peut-être trouver un réservoir d'occasion, car dans ce pays, rien n'est jeté. Réponse du propriétaire négative. Mais je peux réparer. Aussitôt, il entreprend de démonter le réservoir, le dépose, récupère le peu d'essence qu'il restait en le versant dans un bidon et pose la pièce sur une souche d'arbre. Et là, il revient avec une bouteille et un chalumeau, en versant une poudre blanche. René et moi, nous prenons la poudre d'escampette. « Pourquoi vous vous sauvez ? J'ai mis poudre qui mange gaz, patron. » Et il allume son chalumeau et fait une brasure de 10 cm. Incroyable ! Nous sommes dépannés en moins d'une heure. C'est ça, l'Afrique, patron. La poudre, c'était de l'oignon. Le 14 janvier, nous passons sur la plage de Louga, où va avoir lieu la dernière spéciale de 80 km pour rejoindre Dakar. Ce n'est plus le sable du désert, mais un sable de mer très mou. Et il faut passer quelques dunes avant de rejoindre le dur, laissé par la marée basse. Nous décidons de laisser 800 grammes dans les pneus et nous franchissons le tout tranquillement. Nous laissons la même pression sans forcer, car on risque de déjanter. Nous avons rejoint et atteint Dakar et en 2 roues motrices. C'est vraiment un exploit. Nous rejoignons la place de l'Indépendance, où une foule immense nous accueille sous la pluie. Chose incroyable en janvier, saison sèche. On regroupe toutes les équipes en leur proposant des chambres au Club Med que nous abandonnons le lendemain. Trop bruyant pour la caserne de l'aviation française. Notre bilan est positif. Tous les blessés soignés ou évacués et aucun décès sur le terrain. Et des pilotes comme Jean-Claude Olivier, patron de Yamaha France, ont pu terminer avec le poignet dans le plâtre bourré de calmant. On peut le voir sur une bande dessinée, 5 colonnes à la dune. Nous reprenons tous l'avion pour rejoindre Paris et nos foyers. Bilan de nos voitures, elles sont toutes les 5 à Dakar. Le Toyota de Marcel, notre président, a fait un tonneau dans la spéciale d'Insala avec le journaliste de l'équipe au volant. Les 3 Peugeot 504 aussi, avec une dont le toit est plutôt aplati. La R12 Saint-Part de Jackie Haas est intacte. Maintenant, il faut les récupérer au port du Havre. Je fais diriger les 3 breaks à la succursale Peugeot du Havre et ils ne veulent même pas que nous rejoignions Paris avec de telles épaves. La mienne, le moteur est posé sur la plaque de blindage. J'insiste auprès du chef d'atelier qui finalement refait souder la mienne. Il remplace les clignotants, les phares cassés et la met en état de rouler à travers l'hexagone. Les autres restent sur place et je rejoins Paris et le siège de Peugeot où la voiture est mise telle quelle dans la vitrine de l'avenue de la Grande Armée. Elles seront remplacées par les mêmes. Merci de ce superbe article de Jeff que vous pouvez retrouver dans son intégralité accompagné de superbes photos sur le site Dakar d'antan et bien sûr pensez à vous abonner au podcast de Dakar d'antan sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify ou Amazon Music.